12 mars 1945, près d'un petit village allemand de l'Ouest. La pluie glaciale avait transformé le sol en boue collante. La guerre touchait à sa fin. Pourtant, pour l'équipage du char du lieutenant William Carr, elle semblait loin d'être terminée. Carr observa à travers ses jumelles. De la fumée flottait au-dessus des champs, s'élevant des fermes calcinées. L'air transportait des odeurs de terre humide, de diesel et une odeur plus forte, celle de la poudre à canon. Plus loin, au-delà d'une crête peu profonde, un groupe de civils avançait lentement à découvert. Des femmes, des rampants mains, des enfants pour la plupart, certains se tenant la main, d'autres boitant. Un bambin s'enfonça dans la boue, incitant une femme à se hâter. Carr fronça les sourcils. Caché aux yeux non avertis derrière ce groupe, un léger mouvement attira son attention. Il réajusta la mise au point, son sang se glaça. Dissimulé derrière un mur de pierre effondré et presque invisible, un poste de mitrailleuse allemande MG42 apparut. 2 soldats de la Waffen-SS étaient accroupis derrière. Un jeune homme d'à peine 20 ans stabilisa le canon de son arme, pointé droit sur la colonne vertébrale des civils. Un autre poussa violemment une femme âgée, la propulsant en avant. La radio de Carr grésilla. « Bravo 4, cessez de tirer. Je répète, ne tirez pas. Peut-être des civils. Attendez confirmation. » Carr baissa ses jumelles, le cœur battant. Il obéissait aux ordres, mais il avait aussi des yeux. Il reconnaissait la scène devant lui. Ces gens n'échappaient pas aux Allemands, ils étaient rassemblés, utilisés comme boucliers humains. Une fois les Américains suffisamment proches, la mitrailleuse se déclencherait et soldats et villageois périraient. Il garda le silence. Au lieu de cela, il tendit la main vers l'interphone. Chargeur, obus explosif. Cible, à gauche du mur de pierre, prête à tirer. Ses mains tremblaient, mais pas de peur. Ce n'était pas une décision irréfléchie dictée par la colère, c'était un choix délibéré, né du calme. Il s'apprêtait à défier les ordres et, ce faisant, il était prêt à sauver un village entier. William Carr, 19 ans, originaire d'une petite ville agricole du Kansas, a choisi sa conscience plutôt que les ordres pendant la Seconde Guerre mondiale. Avant son service militaire, il n'avait jamais quitté le Midwest, ni manœuvré un char, ni donné d'ordre. Dans sa vie de petite ville, tout le monde se connaissait et les champs à perte de vue offraient une lueur orangée au coucher du soleil derrière les silos. Son père était un vétéran de la Première Guerre mondiale et sa mère travaillait à la poste locale. Après l'attaque de Pearl Harbor, en décembre 1941, Carr s'engagea 2 semaines plus tard. À Fort Knox, dans le Kentucky, il maîtrisait parfaitement la conduite et le commandement du char Sherman M4 à l'âge de 21 ans. Réputé pour son calme et sa précision, Carr gagna le respect de ses troupes. Loin d'être extravagant, il était plutôt constant dans son approche. Ses instructeurs le considéraient comme l'incarnation de la discipline. Il respectait scrupuleusement le protocole, étudiait méticuleusement les manuels et pratiquait les exercices jusqu'à ce qu'ils deviennent une seconde nature. Durant ses loisirs, au lieu de se joindre à ses camarades stagiaires, Carr préférait entretenir les chenilles des chars ou vérifier les conduites de carburant. Les ordres étaient primordiaux pour lui, et en temps de guerre, la structure symbolisait la survie. Obéir aux ordres était essentiel. Remettre en question les directives d'un supérieur était hors de question. Bien que n'étant pas rebelle de nature, c'est précisément ce qu'il allait devenir. En 1945, Carr détenait le grade de premier lieutenant au sein de la compagnie Bravo de la 2e division blindée, plus connue sous le nom de l'Enfer sur roue. Il avait combattu en France, percé en Belgique et s'était aventuré au cœur de la Rhénanie allemande. Ayant vu des hommes succomber à cause d'hésitations, de décisions erronées ou d'ordres ambigus, il connaissait bien les conséquences de tels actes. Lorsqu'un ordre arriva près du village de Kallstadt, ordonnant de s'abstenir de tirer, Carr en comprit la raison. Cet ordre visait à éviter une nouvelle tragédie civile. Il reconnut et respecta la logique de cet ordre. Cependant, à cette occasion, il avait été témoin d'un événement invisible pour le quartier général. Cette divergence allait le contraindre à prendre une décision, un choix entre la hiérarchie à laquelle il avait toujours adhéré et des inconnus dont il pourrait peut-être sauver la vie. William Carr, l'homme de compagnie respectueux des règles, celui qui ne remettait jamais en question un salut, était sur le point de briser toutes ses convictions, car à la guerre, certaines situations dépassent les ordres. L'ordre ce jour-là était de ne pas tirer. Au printemps 1945, la guerre européenne touchait à sa fin. Les troupes alliées avaient progressé loin en Allemagne de l'Ouest et la Wehrmacht, autrefois invincible, s'effondrait sur tous les fronts. Pourtant, à mesure que la victoire approchait, la guerre devenait de plus en plus étrange et périlleuse. L'ennemi ne portait plus constamment l'uniforme. Les soldats allemands, en particulier les unités fanatiques de la Waffen-Schutzstaffel, se faisaient souvent passer pour des civils. Dans certains cas, femmes et enfants furent contraints de servir de boucliers humains. Au cours des dernières semaines, le désespoir prit le pas sur la stratégie. Distinguer amis et ennemis devint presque impossible pour les troupes terrestres. Le haut commandement de l'armée américaine en fut conscient.
Dans de nombreuses villes et villages, lorsque les chars américains avançaient, des civils surgissaient en agitant des drapeaux blancs, du moins en apparence. Cependant, dans certains cas, ces drapeaux blancs étaient en réalité des pièges mortels. Une semaine seulement avant l'incident du lieutenant William Carr, une autre unité blindée pénétra dans ce qui semblait être un village allemand inoccupé. Un enfant s'approcha du char de tête brandissant un morceau de tissu. Peu après, une grenade explosa dans la trappe. L'enfant avait été contraint de la porter. Cet événement provoqua de vives représailles. Bien que les civils soient toujours protégés par le droit international, les commandants américains commencèrent à donner des ordres plus stricts. Les tirs n'étaient autorisés que sur confirmation et interdits, sauf si la cible était indéniablement hostile. La radio diffusait les règles d'engagement révisées. En substance, cela signifiait attendre en cas d'incertitude. Le haut commandement était déterminé à éviter de nouvelles pertes et à empêcher un nouvel incident international dans le secteur de la Rhénanie. À ce stade de la guerre, l'armée américaine avait cultivé une forme d'intelligence du champ de bataille. La puissance de feu permet de gagner des batailles, mais les erreurs peuvent faire perdre des guerres. Par conséquent, la directive provenait de toutes les divisions, ne pas tirer. Ce n'était pas facultatif, c'était une politique obligatoire. C'était logique en théorie, la guerre est synonyme de chaos et le protocole le maintient sous contrôle. Mais pour des soldats comme Carr, qui étaient en première ligne, la situation semblait différente. Carr n'était pas penché sur des cartes, il était en première ligne. Pour les commandants à la base, confortablement installés derrière des cartes et des radios, le raisonnement était judicieux. Cependant, pour des hommes comme Carr, la perspective était nettement différente. À l'aide de jumelles, il observa un village authentique et ses habitants. Il était suffisamment proche pour discerner leurs expressions faciales, leurs gestes et la peur dans leur comportement. Le timbre de leur voix, quelle que soit leur langue, lui était audible. Ce jour-là, son observation révéla l'essentiel. Les civils ne fuyaient ni ne se dispersaient, ils se dirigeaient collectivement vers la ligne de front américaine sous la contrainte. Pour un observateur extérieur, cela aurait pu ressembler à un mouvement civil désorganisé. Pourtant, Carr le percevait comme pratiqué, synchronisé et contrôlé. Puis il remarqua l'équipe de mitrailleuses dissimulées, prête à tirer sur les siens dès que les Américains hésitaient. Cet instant singulier changea tout. Carr était versé dans la stratégie militaire, il comprenait le fonctionnement des embuscades. Le placement était conforme aux règles. La mitrailleuse n'était pas là pour défendre, elle était là pour couvrir une retraite, ou pire, pour massacrer. S'il s'en tenait à son ordre, s'il s'abstenait de tirer, ces civils périraient. Ils seraient criblés de balles par leurs compatriotes et la mitrailleuse faucherait aussi leurs camarades. Ce ne serait pas un retard, ce serait un massacre. Carr avait été témoin de telles atrocités en France, en Belgique, et avait vu des escouades périr rapidement à cause de l'hésitation. Maintenant, cela se répétait. Et cette fois, il avait le pouvoir d'y mettre un terme. Cependant, cela signifiait désobéir à un ordre direct. Cela impliquait un risque de cour martiale, de rétrogradation, voire d'emprisonnement. La radio leur avait ordonné de cesser le feu. Mais de sa position, cesser le feu n'était pas de la prudence. C'était de la capitulation. C'était de la complicité. Carr se trouvait face à un choix impossible. Tirer pouvait entraîner une punition. Mais attendre pouvait signifier la mort. À cet instant, tout entraînement, tous les exercices, tous les saluts étaient sans importance. Ce qui comptait, c'était une mère tenant son enfant, un soldat armant une mitrailleuse et un commandant de char qui devait maintenant décider si la loyauté valait la vie de 60 innocents. Le 12 mars 1945, une pluie fine et incessante tombait sur le lieutenant William Carr, assis au poste de commandement de son char Sherman dominant le village détrempé et dénudé de Karlstad, niché dans une vallée peu profonde entre deux crêtes, le sol trempé par des semaines de neige fondue et de bâtiments effondrés. L'équipage de Carr était tendu mais serein, ayant déjà vécu de telles situations. Il scruta la crête avec ses jumelles, repérant un mouvement. Un groupe d'une vingtaine d'individus émergeant le long de la lisière des arbres, principalement des femmes et des enfants, certains brandissant des drapeaux blancs sur des bâtons, d'autres marchant les mains vides, le regard vide. Ils se dirigèrent vers les lignes américaines, vers le char de Carr, semblant d'abord signaler leur reddition. Pourtant, quelque chose clochait. Ils ne se dispersèrent de pas comme prévu. Ils maintenaient un groupe compact, excessivement compact, comme un troupeau de bétail qu'on conduit. Carr, Zuma et Lévy, dissimulés derrière une barrière de bois carbonisé, deux soldats allemands en uniforme de la Waffen-SS. L'un brandissait une mitrailleuse MG42, tandis que l'autre, fusil en bandoulière, gesticulait frénétiquement, exhortant les civils à avancer. Un frisson parcourut l'échine de Carr. Ce n'était pas une reddition, mais un piège. Les SS utilisaient de ces villageois comme boucliers humains. Si les Américains s'abstenèrent de tirer, les SS pourraient aussi s'échapper. S'ils avançaient, les SS pourraient déchaîner une pluie de balles dans le chaos qui s'ensuivrait et se replier sous le couvert du chaos.
Le cœur de Carr se serra, car il réalisa que les civils n'étaient en que des pions dans ce jeu mortel. Les Allemands risquaient de les massacrer pour éliminer tout témoin. Il passa à l'interphone. Chauffeur, moteur au ralenti, artilleur, visé à gauche, mur de pierre derrière la ligne des arbres. Soudain, la radio grésilla. Bravo 4, baissez-vous. Je répète, baissez-vous. Civil possible. Attendez confirmation de la reconnaissance. Reposez-vous. Carr marqua une pause, reconnaissant l'ordre qu'il avait longtemps attendu. La voix d'autorité résonna à ses oreilles. Baissant les jumelles, il scruta à nouveau le terrain. Une femme s'accrochait à un bébé sous son manteau, tandis qu'un jeune garçon de 5 ans seulement trébuchait dans la boue. Une MG42 restait immobile derrière eux, prête et prête. Carr demeurait ferme. Son équipe le regardait en silence, ayant tous assisté au déroulement de la scène. Carr s'adressa de nouveau à l'interphone. « Préparez un obus explosif ?»« Oui, monsieur, » répondit-il, « mais nous venons de recevoir l'ordre de tir complet. » Imperturbable, Carr répondit « Je vois un nid de mitrailleuses caché parmi des civils contraints d'avancer. Ce n'est pas un exercice. Préparez l'obus explosif. » Le mitrailleur soutint son regard à travers le périscope. Carr lut la compréhension dans son regard. Ce n'était pas une décision née de la peur ou de la fureur. C'était la clarté. Le chargeur inséra l'obus dans la culasse. La tourelle s'ajusta légèrement. Carr a donné l'ordre « Tirez ». Un bruit assourdissant éclata. Un nuage de terre et de roches jaillit de l'autre côté de la ligne des arbres. Des cris résonnèrent au sommet de la colline, non pas ceux des villageois terrifiés, mais ceux des soldats allemands pris au piège. Carr porta de nouveau ses jumelles. La MG42 et ses pilotes étaient disparus. Les civils s'écroulèrent au sol, secoués mais indemnes. Une femme protégeait son enfant. Un jeune garçon leva les bras au-dessus de sa tête. Une fillette se mit à sangloter. Non pas de blessure, mais d'incrédulité. Ils étaient encore en vie. Carr prit une grande inspiration pour la première fois depuis des minutes. Son cœur battait à tout rompre. Ses doigts s'accrochaient au bord de la trappe. Il avait défié les ordres, et cela avait porté ses fruits. L'infanterie arriva peu après. Ils ratissèrent le sommet de la colline. On n'entendit plus de coups de feu. Aucune résistance ne fut rencontrée. Seul le sol carbonisé subsistait là où se trouvait l'embuscade. Carr sortit et marcha vers les villageois. Un homme âgé s'approcha de lui en premier. Il semblait perplexe, terrifié, puis soulagé. Il parlait allemand, une langue que Carr ne comprenait pas. Mais il reconnaissait un mot, « enfant ». Une femme saisit Carr par le bras et le dirigea vers un champ où se trouvaient 2 corps allemands. Elle le serra ensuite dans ses bras. Stupéfait, Carr s'attendait à une sanction ou à une enquête. Au lieu de cela, il fut remercié. Cette nuit-là, tout en nettoyant la tourelle de son char et en écrivant une lettre à sa famille, Carr médita sur les événements. Il avait ignoré les instructions habituelles et pourtant l'ordre avait été donné de loin avec des informations incomplètes, en supposant que ces personnes n'étaient pas identifiées. Carr fut témoin de la vérité. Il reconnut les signes, le groupe regroupé, la terreur palpable, les hommes armés à proximité, les bousculades subtiles. Ce n'était pas une supposition, c'était un jugement. Il comprenait qu'il pourrait y avoir des répercussions plus tard, mais s'il avait hésité, ses enfants et ses mères auraient péri, ainsi que son propre équipage. En contradiction directe avec l'ordre de retrait donné la veille à 14 heures, le char du lieutenant Carr avait essuyé des tirs visant une cible non confirmée. Debout dans la tente de campagne, encore couverte de boue par la matinée, le major Harold Winslow l'interrogea sur cette violation des ordres. « Avez-vous reçu un ordre de cesser le feu hier à 14 heures? Et si oui, pourquoi votre char a-t-il tiré un obus explosif sur une cible non confirmée ?» Carr resta calme en répondant aux questions du major. « J'ai observé une équipe de mitrailleuses allemandes MG42 cachée parmi les civils. Conscient du danger qu'elle représentait, j'ai décidé d'agir pour protéger les civils et mon équipage. Cette décision, s'est interrogé le major, une décision de jugement? Lieutenant, êtes-vous conscient des pertes causées par des décisions hâtives dans cette région ?» a acquiescé Carr. « Oui, monsieur. J'ai été témoin des conséquences. C'est pourquoi j'ai agi. Parce que j'ai aussi vu ce qui se passe quand on hésite. » Un long silence s'ensuivit, rompu seulement par le bruit de la pluie sur la toile de la tente. Le major Winslow soupira et se laissa aller en arrière. « Nous devons enquêter sur votre rapport. Une enquête officielle est en cours. Vous pourriez être temporairement réaffecté jusqu'à la conclusion. » Carr salua et partit sans protester. Il ne protesta pas et ne plaida pas. Il s'était réconcilié avec son choix. Pourtant, un événement inattendu se produisit devant le poste de commandement. Un rassemblement de civils de Kolstadt s'approchait des lignes américaines, portant des pancartes faites de morceaux de bois et de tissus déchirés. L'un d'eux balbutia dans un anglais tremblant « L'homme du char nous a sauvés ». Parmi eux se trouvait la dame qui lui avait tenu le bras la veille et le garçon au manteau sale, Hans. Ils demandèrent une audience avec une personne en position d'autorité. Un interprète fut appelé, leur déclaration fut sans détour. L'homme à l'intérieur du char nous a sauvé la vie. Il observait ce que les autres ne voyaient pas.
Il tirait uniquement sur les soldats, pas sur nous. S'il avait tardé, nous aurions péri, car n'eut pas ce récit de vive voix. Mais la nouvelle se répandit rapidement. 2 heures plus tard, une unité de reconnaissance de l'armée américaine revint de sa reconnaissance sur la crête derrière le village. Ils confirmèrent l'existence d'un nid de mitrailleuses, de 2 soldats SS morts et des indices d'une embuscade tendue. D'autres ceintures de munitions, des filets de camouflage et des traces de pas boueuses furent découverts, suggérant que d'autres combattants ennemis avaient quitté les lieux. Même le major Winslow garda le silence un bref instant, après avoir lu le rapport. Dans le feu de l'action, il déposa son dossier et confia à son assistant « Parfois, la ligne de front porte plus que nous ne le pensons. » À la tombée de la nuit, Carr fut rappelé à la tente. Le major déclara « Lieutenant, aucune charge ne sera retenue contre vous. » Il poursuivit « Vous resterez avec votre unité. Et pour être honnête, je crois que vous avez pris la bonne décision. » Carr acquiesça d'un hochement de tête. « Puis-je vous parler franchement, monsieur ?» demanda-t-il. Le major acquiesça. « Je ne cherchais pas à faire une déclaration. À vrai dire, je ne supporterais pas de voir ces vises s'éteindre, avoua Carr. » Il y eut un moment de silence avant que le major ne réponde. Cela demande du courage, persévérer. De retour à son char, son équipage l'accueillit par de discrètes tapes dans le dos et une tasse de café tiède. Ils ne dirent pas un mot. Leur confiance en son jugement résonnait silencieusement. Il était désormais évident qu'il avait épargné des vies, peut-être même la leur. Au fil des jours, les rumeurs concernant l'événement se répandirent dans le bataillon. Dans les rangs, Carr acquit discrètement le statut de héros. Le 12 mars 1945, le lieutenant William Carr, commandant Bravo 4, tira intentionnellement un obus explosif sur une cible non autorisée, détruisant une position ennemie et évitant toute victime civile. Cet acte, impuni et non sanctionné, devint la ligne de conduite la plus importante pour les habitants de Kolstad. Sans ce tir unique et non autorisé, le village aurait pu être anéanti, éliminant potentiellement toute une génération. Les combats ayant cessé, Kolstad reprit le silence. Les chars Sherman arrivèrent en plus tard dans la journée, suivis de 2 pelotons d'infanterie américains. Lors de leur découverte, ce n'était pas un champ de bataille, mais un village en état de choc. Les habitants n'avaient pas évacué. Ils restaient chez eux, suspendant leur souffle, attendant l'arrivée de l'armée qui dicterait leur sort. Ce furent tôt les Américains qui arrivèrent. En sortant de son char et en entrant sur la place du village, Carr sembla avoir pénétré dans un autre monde. Une femme s'avança, un enfant dans les bras. Le garçon semblait avoir environ 3 ans. Son visage était maculé de terre et de larmes, mais il était vivant. La femme désigna Carr, puis son fils, puis se couvrit le cœur. Elle ne parlait pas anglais, et Carr ne parlait pas allemand, mais les mots étaient inutiles. Bientôt, des médecins américains arrivèrent pour examiner les villageois. La plupart n'avaient subi aucune blessure physique, mais dans la cave d'une maison, ils découvrirent quelque chose qui fit froid dans le dos, même aux soldats les plus endurcis. Des explosifs, plusieurs caisses, dissimulées sous des poutres en bois et équipées de détonateurs. Les Waffen-SS avaient transformé la maison en piège avec l'intention d'attirer les Américains à l'intérieur et de la faire exploser, tuant villageois et soldats sans distinction. Leur objectif était d'éliminer tous les témoins. Cependant, l'action de Carr contrecarra leur plan. Son unique obus perturba la stratégie allemande, les obligeant à battre en retraite prématurément, offrant au village une fenêtre de temps cruciale pour sa survie. Le commandant d'infanterie sur place écrivit plus tard dans son rapport « On a frôlé un nouveau désastre éclatant ». Il faisait référence au massacre de l'année précédente en France, où plus de 600 civils avaient été massacrés par les SS en quelques heures. Mais cette fois, le destin prit une autre tournure. Un commandant de char dérogea au protocole et reconnut l'embuscade pour ce qu'elle était. Il tira un coup de feu, il refusa d'attendre l'autorisation pour sauver des vies. Ce soir-là, les villageois se rassemblèrent sur la place du village. Un feu modeste fut allumé, non pas pour festoyer, mais en souvenir. Carr et son équipe furent invités à les rejoindre. On partagea du pain. Une bouteille de schnapps maison circula, l'atmosphère était paisible, modeste, humaine. L'un des hommes les plus âgés, par l'intermédiaire d'un interprète, dit « À la guerre, on anticipe la mort. Mais aujourd'hui, un adversaire est venu dans notre village et nous a secourus. Je partagerai cela avec mes petits-enfants. » Carr écouta. Il ne se sentait pas comme un héros. Il n'était même pas sûr d'avoir agi correctement en tout point. Mais il savait une chose. S'il était resté silencieux, s'il avait obéi à l'ordre, sans poser de questions, aucune de ces personnes ne serait en vie. Le garçon au visage taché de terre. L'adolescente qui aidait à transporter les blessés. La vieille dame qui allumait le feu de ses mains tremblantes. Ils étaient en vie grâce à une décision prise dans la boue, sous la pluie, à travers le verre brisé d'une lunette de char. Et tandis que la guerre continuait ailleurs en Europe, ici, dans ce village, grâce à ce choix, une trêve temporaire s'établit, pour une nuit seulement.
Parfois, l'histoire exige simplement de tels actes. Après la fin de la guerre, en mai 1945, le lieutenant William Carr rentra chez lui sans chercher à être reconnu ni prendre la parole lors des cérémonies. Lorsque les journalistes cherchaient des séros sur la base, il déclina respectueusement les interviews, se considérant autrement. Il s'installa au Kansas, revisitant les mêmes terres agricoles qu'il avait quittées 3 ans plus tôt. Il épousa son amour de longue date, éleva 2 fils et prit un emploi de mécanicien. Rien de prestigieux ni de grandiose. Cependant, des lettres arrivaient périodiquement d'Allemagne, oblitérées par Kolstad. L'écriture était parfois nette, parfois tremblante. La langue était toujours difficile à traduire, mais le sens restait le même. Vous nous avez sauvés. L'un des correspondants était un garçon nommé Hans Becker. Au printemps 1945, il n'avait que 3 ans. Carr l'avait vu trébucher dans la boue. Adolescent, étudiant, puis adulte, Hans écrivit à Carr. Il confia à Carr qu'il avait étudié l'histoire en raison d'une journée particulière et qu'il avait choisi le travail pour la paix en raison de ce qu'il avait vu. Son village se souvenait encore du commandant de char qui avait choisi de tirer non pas pour détruire, mais pour protéger. En 1979, Hans Becker fut élu maire de Kolstadt. L'un de ses premiers gestes fut d'ériger un petit mémorial sur la place du village. Rien de grandiose, juste une plaque avec une simple inscription « À l'observateur, au protecteur ». Le village organisait un rassemblement annuel le 12 mars. C'était discret et solennel. Une procession aux chandelles depuis la crête jusqu'au mur de pierre où se tenait autrefois l'embuscade. Où aucune vie n'avait été perdue, parce que quelqu'un avait veillé à ce que cela se produise. L'armée américaine ne reconnut pas publiquement l'action de Carr. Elle ne fut pas intégrée aux manuels officiels ni aux briefings tactiques. Cependant, dans les cours d'éthique destinés aux officiers subalternes, notamment ceux portant sur la prise de décision morale au combat, son cas était parfois évoqué sans être nommé. Dans une situation hypothétique, un commandant de char aperçoit un danger perçu, dissimulé parmi les civils. Le protocole militaire lui enjoint de s'abstenir de tirer. Mais des vies sont en jeu. Que doit-il faire ? Cette question a constamment suscité de vifs débats parmi les cadets. Certains prônent le respect des règles, d'autres privilégient l'instinct. Cependant, les instructeurs résumaient généralement leur position par ce sentiment simple. Quelqu'un a choisi de se démobiliser. Ce village existe encore aujourd'hui, car n'a jamais su jusqu'où son histoire allait se propager. Il n'en avait pas besoin. Il avait accompli ce qu'il croyait être juste. Et puis, il a mené une vie paisible, supportant le poids de ce choix. Mais pour les habitants d'un village lointain, il est resté une figure indélébile. Pour un homme devenu un leader, un père et un défenseur de la paix, ce n'était pas un simple souvenir, c'était l'instant où sa vie lui était rendue. La dernière lettre, le récit de Carr à sa femme sur ce jour fatidique, 12 mars 1945. Ce soir-là, après l'embuscade déjouée et la sécurisation du village, le lieutenant William Carr se retrouva dans son char, penché sur un petit carnet à la lumière vacillante d'une lampe de poche. Le texte qu'il rédigea n'était ni un rapport de terrain, ni une confession. C'était une lettre à sa femme. Il ne l'envoya pas immédiatement. En fait, elle ne traverserait l'océan que plusieurs semaines plus tard. Pourtant, cette lettre sans prétention, griffonnée au crayon sur des documents militaires, en disait plus sur cette journée que n'importe quel rapport post-incident ne pourrait jamais en dire. Il commença par des choses banales, s'enquérant du temps qu'il faisait à la maison et du bien-être des poules. Il exprima son inquiétude quant aux ennuis que les garçons pouvaient avoir, et il lui fit part de son désir profond de la voir cuisiner. Cependant, son ton changea par la suite. Il a écrit « Aujourd'hui, j'ai désobéi aux ordres. Pas ceux qui sont punis d'une amende ou d'une plaisanterie. Aujourd'hui, j'ai défié un ordre direct de mes supérieurs. On m'a ordonné de ne pas tirer, d'attendre. Mais en regardant, j'ai vu une mitrailleuse cachée parmi un groupe de villageois. J'ai vu des jeunes être poussés vers l'abattoir comme du bétail. J'ai observé des soldats dissimulés parmi des femmes berçant des nourrissons et j'ai pressenti un danger imminent. J'ai hésité à écrire, cherchant comment formuler mes pensées. J'ai donc tenté une approche différente. Si j'avais tardé, si j'avais strictement respecté la loi, ces individus seraient du péri il y a quelques instants. 60 seraient à mort, peut-être plus, même des jeunes, du même âge que nous. J'ai donc fait usage de mon arme. Une seule fois. Cela a suffi. Ils ont survécu. Je suis conscient que des sanctions pourraient m'être infligées. Pour l'instant, elles ne m'ont pas été communiquées. Peut-être ne viendront-elles jamais. Cependant, je n'écris cette lettre ni par peur, ni par remords. Je n'éprouve ni l'un ni l'autre. Je souhaite simplement que vous compreniez l'émotion qui m'a envahi à cet instant lorsque j'ai compris que l'inaction serait plus injuste qu'une action mal menée. Je ne cherchais pas à agir héroïquement ni à faire une déclaration, je ne pouvais tout simplement pas rester les bras croisés en voyant tout cela se dérouler. Pas alors que j'avais le pouvoir d'intervenir. Il conclut sa lettre par une phrase qui résonnera à Kallstadt pendant des décennies. Je ne cherchais pas à être courageux,
Je ne cherchais pas à faire une déclaration. Je ne pouvais tout simplement pas supporter de voir cela se produire. Pas quand je pouvais l'empêcher. Au lieu d'être jugé pour avoir enfreint une règle, je préférerais vivre avec la conscience que le fait d'en suivre une aurait pu entraîner la mort d'innocents. D'un dernier pli, Carr glissa le papier dans une enveloppe et y inscrivit « À mon retour ». Fidèle à sa parole, il rentra chez lui. La lettre arriva 2 mois plus tard et sa femme la lut 2 fois avant de la ranger dans une boîte en bois pour le restant de ses jours. Après sa mort paisible, l'un de ses petits-enfants découvrit la lettre. Devenus adultes, ils en racontèrent le contenu lors d'une assemblée scolaire pour la journée des anciens combattants. William Carr n'était ni célèbre ni décoré, mais son récit possédait une qualité inhabituelle qui manque à la plupart des récits de guerre, un choix, une voix, et un rappel que dans chaque conflit, il y a des moments où faire le bien ne se résume pas à l'action la plus bruyante, mais au murmure calme et résilient qui dit « Pas maintenant, pas ici ». L'histoire oublie souvent les non-dits, mais la décision de Carr a résonné avec force à travers le temps. Dans l'histoire, nous célébrons les généraux, les déclarations et les triomphes qui font la une des journaux. Pourtant, ce sont souvent les moments imprévus, où un individu est confronté à une décision que personne d'autre ne peut prendre, qui revêtent le plus d'importance. William Carr n'a jamais recherché la reconnaissance ni laissé une trace. Ses actions n'étaient pas héroïques, mais elles exigeaient plus que de l'obéissance. Il était attentif, se fiait à son propre jugement malgré les parasites radio et percevait la situation non pas comme un soldat, mais comme quelqu'un qui percevait la peur, la contrainte et le danger sur des visages qui reflétaient ceux de ses compatriotes. Puis il a agi. Il n'y a eu ni médaille, ni monument, seulement des vies sauvées. Les habitants de Karlstadt n'ont pas survécu parce que quelqu'un a respecté les règles. Ils ont survécu parce que quelqu'un a choisi de ne pas rester indifférent. L'histoire de Carr va au-delà du récit de guerre, c'est un récit humain. Nous sommes tous confrontés, à un moment ou à un autre, à des situations où l'indécision peut mener au danger, tandis que l'action peut comporter des risques. Ces situations ne nous offrent pas l'occasion de nous préparer. Il faut décider sur le moment. Ce récit vous a interpellé. Était-ce le courage dont il a fait preuve en prenant des risques ou l'accord tacite des autres? Partagez ci-dessous vos réflexions sur la façon dont vous auriez agi. Si cette histoire vous parle, partagez-la pour vous rappeler que la justice ne consiste pas toujours à obéir aux ordres, mais à respecter sa conscience.